Évidemment, vous êtes membre de l'Académie royale de Belgique, écrivain, auteur de livres à succès, Le ventre de l'Atlantique, traduit dans une vingtaine de langues, et puis des pamphlets comme Marianne porte plainte ou Marianne face aux faussaires, pour lequel vous avez reçu à chaque fois les émissions ont beaucoup d'impact avec vous, Fatou. Vous diriez aujourd'hui que Marianne en Afrique est en difficulté aujourd'hui. On ne veut plus de Marianne en Afrique aujourd'hui. Ah, peut-être la politique de Marianne, on voudrait l'améliorer. Donc, et ce ne sont pas tous les Africains qui râlent après Marianne. Le dialogue, n'est-ce pas, de Léopold Sédar Senghor me semble s'imposer. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, ça n'est pas définitif. Il y a quelque chose qui fait qu'au fond, les Africains aiment la France, les valeurs de la France. Vous savez, ce sont plusieurs siècles de partage, de rencontres, de culture. Donc, nous savons ce que nous avons en commun avec la France, avec l'Europe. La question, c'est est-ce que la France aussi se rend compte de ce qu'elle partage avec nous? N'a-t-elle peut-être pas négligé cette fraternité-là? Peut-être que les gens ont besoin d'être rassurés pour cette fraternité-là, pour pouvoir la consolider. Moi, je crois au dialogue et je croirai toujours au dialogue. Oui, oui. Même si vous aviez, dans une précédente émission, mis en cause notamment Éric Zemmour, vous aviez dit qu'on le mette dans l'avion. Parce qu'il ne représente pas lui tout seul, Marianne. Vous savez, la France, ce n'est pas que le décret Crémieux. Donc la France, c'est beaucoup d'autres choses dans son histoire, beaucoup d'autres rencontres. Les légitimités sont différentes, mais elles sont multiples. Oui, mais il y a une certaine France qui vous inquiète vis-à-vis de l'Afrique. Au fond, c'est l'idée aussi de la France-Afrique, ce qu'a été cette relation paternaliste. Vous savez ce qu'on appelle la France-Afrique? Moi, ma génération, nous ne l'avons pas vraiment vécu finalement. La France-Afrique, ce sont les anciens qui ont vécu la colonisation, qui en parlent le mieux, qui la connaissaient le mieux. Nous avons les résidus, on va dire. Et ça ne tient qu'à nous, donc je veux dire notre génération, d'Africains et de Français, pour faire en sorte que cet héritage-là ne soit pas seulement douloureux, mais constructif. Donc voilà, peut-être que la France a pensé sa place inaliénable, inattaquable et définitive. Si c'est le cas, c'était une erreur. Donc il fallait peut-être prendre beaucoup plus en compte les attentes des Africains, leurs revendications, pour pouvoir bâtir sur de nouvelles bases. On ne peut pas garder juste l'héritage colonial, il faut bâtir autre chose. Oui, oui, le ventre de l'Atlantique, c'était ça aussi, ce que vous racontiez au fond. Oui, il y a 20 ans, ça me rajeunit maintenant que j'ai 25 ans. Mais à l'époque, je voyais la nouvelle génération, ces revendications n'avaient rien à voir avec celles des anciens. Donc nos anciens, d'abord, la rencontre est différente. Maintenant, vous pouvez être dans votre village en Afrique et savoir ce qui se passe en Europe tous les jours. La situation des migrants, par exemple, il faut savoir que c'est toute une diaspora qui communique en permanence. Internet, c'est le salon planétaire. Donc, nous sommes tout le temps dans la rencontre. Même quand nous sommes physiquement éloignés, nous sommes toujours dans la rencontre. Donc, la génération actuelle d'Africains, elle est plus informée. Elle revendique ses droits. Elle revendique d'autres rapports, elle revendique plus de dignité, plus de respectabilité. Et je pense que c'est normal pour tout être humain, donc aux grandes puissances de s'adapter. Oui, et aussi aux dirigeants africains, peut-être de faire le chemin. La France n'est pas, presque j'allais dire, seule responsable. Oui, mais il y a des accords qui sont signés, on sait très bien qui mènent la danse. Donc ça, on peut être honnête là-dessus. Vous savez mon amour pour la France, vous savez que ma culture, elle est à la fois africaine et européenne. Donc moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui va tout simplement égratigner pour le plaisir d'égratigner. Quand je pose des questions, c'est pour améliorer. Donc moi, ma quiétude, ce serait une entente entre les deux peuples qui font ce que je suis. Donc, je rêve d'un dialogue et ce dialogue-là ne sera possible qu'à partir du moment où les grandes puissances accepteront enfin de regarder l'Afrique dans les yeux et de discuter d'égal à égal. Il faut que le partenariat soit gagnant, gagnant. Oui. Sinon, c'est pas le cas aujourd'hui, malgré tout ce qui est dit. Non, ce n'est pas le cas. On sait très bien qu'ils imposent les accords. Les matières premières, ce n'est pas le vendeur qui fixe son prix, c'est l'acheteur. Donc, alors ça, vous allez à la boulangerie, je l'ai déjà dit ici, ce n'est pas vous qui fixez le prix du pain, c'est le boulanger. Donc, quand vous allez acheter chez quelqu'un, c'est à lui de dire son prix et vous négociez. Alors que l'Afrique est souvent en position de dominer, donc elle doit s'accommoder de ce qu'on daigne lui offrir.
Et c'est ça qui doit changer. Donc, si vous voulez vraiment pacifier les relations entre l'Afrique et l'Europe, vous devez faire un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est gagné. La paix sera là. Parce que tout le monde rêve de son confort et de son bien-être. Oui, oui, là, quand on voit Bongo qui est renversé au Gabon, quand on voit au Niger un coup d'État militaire et qui demande le départ des Français, vous vous dites, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je vais dédramatiser. Donc, vous entendez des gens qui manifestent. Ce n'est pas toute l'Afrique qui est dans les rues non plus. Il ne faut pas exagérer. Donc oui, il y a des gens qui disent cela. Mais il y a des gens qui sont profondément conscients de la mondialisation actuelle. Il n'y a pas un pays ou un continent qui peut s'autosuffire aujourd'hui et diriger son peuple tout seul sans se mettre en échange, en rapport avec les autres. Donc de toute façon, même quand on a nos matières premières, on ne peut pas les garder, il faut les vendre à quelqu'un. Donc ça suppose des échanges, un rapport avec les autres. Personne ne peut plus s'enfermer aujourd'hui, ni l'Europe, ni l'Afrique. Donc, construisons des passerelles, dialoguons, respectons-nous enfin mutuellement. Et il faut qu'il y ait la réflexivité du regard pour qu'il n'y ait plus quelqu'un qui est objectivé et quelqu'un qui décide tout seul. Oui, dans ce livre, Fatou Diom, le verbe libre ou le silence chez Albin Michel. Je ferais mieux de me taire parfois. Vous dites, écrire, c'est affronter la nuit, oser le grand jour. Oui. Et c'est vrai que c'est un pamphlet, vraiment, il y a beaucoup de vous dans ce livre. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un coup de cœur, presque parfois un cri de colère. On vous assigne à votre identité, on vous assigne, on vous empêche au fond d'être libre en écrivant. Et vous dites, au fond, moi j'ai envie d'écrire et on ne m'en empêchera pas. Oui, moi j'écris où que je sois. De toute façon, c'est la même plume. Donc c'est le même cœur qui bat. Ce sont ces yeux-là qui regardent le monde où que je sois. Donc je peux écrire en parlant de l'Afrique, de l'Europe ou d'ailleurs. C'est fondamentalement la liberté de l'écrivain qui m'intéresse. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui nous assignent des œillères, des appartenances, qui nous enferment dans des cages. Et pourquoi l'artiste africain n'aurait-il pas le droit de parler de tout autre endroit de cette planète? Donc je vous donne un exemple. Quand Hubert Soper, Le cauchemar de Darwin, quand il a fait son film pour interroger la situation de ce peuple à côté du lac Victoria qui se contentait des restes des carcasses de la perche du Nil, on a salué son regard humaniste, sa révolte justifiée. Et donc c'est un artiste occidental. On applaudit sa créativité et son ouverture d'esprit. Mais pourquoi l'artiste africain, lui, serait-il assigné à résidence et enfermé dans des thématiques? Donc moi, mes thématiques, c'est tout ce qui touche mon cœur. C'est ça, vous dites au fond, l'assignation identitaire, c'est une lubie de cancre. Oui. Vous dites, c'est tenace, ça dissèque, ça dissocie, compartimentie, étouffe. Oui, c'est toujours le nous, le vous, eux, nous. Ce sont toujours des gens qui ont envie de diviser l'humanité, qui vous assignent une appartenance, qui vous cloisonnent. Donc les bâtisseurs de cloisons. Mais à chaque fois quand vous croisez des humanistes, vous savez, ils se soucient de l'ensemble du genre humain. Donc où qu'ils se trouvent, les questions sociales vont les toucher, la situation politique. En fait, le bien-être de l'humain en général, ce sera ça, leur thématique. Donc pourquoi ce serait interdit aux Africains? Donc nous avons aussi notre mot à dire par rapport à ce millénaire qui ne se fera pas sans nous. Oui, vous dites, la littérature africaine sera adulte quand on ne se contentera plus de chercher dans nos livres l'illustration de fantasmes éculés. Oui. Et là, c'est très précis, au fond. Oui, Vous parlez aussi d'expérience, de ce que vous avez vécu. Oui, parce que quand je fais une métaphore, on me dit c'est un proverbe africain. Non, Pascal n'est pas né à Ouagadougou, il a écrit des maximes, les pensées de Pascal. Donc alors, quand un écrivain français trouve une belle métaphore, on ne lui demande pas s'il est en train de réactualiser Fénelon ou La Fontaine. On lui accorde le bénéfice du doute quant à son talent. Pourquoi moi, ce serait que des proverbes? Mes grands-parents m'ont appris la liberté. Ils ne m'ont pas appris à vivre comme un perroquet. Oui, vous dites, je ne suis pas le guide du routard. Non. On vous renvoie à votre région. Oui. On dit, au fond, votre littérature doit être quelque part une forme de découverte du monde. Oui, ce n'est pas mon éditeur français d'ailleurs qui me l'a dit, mais un autre éditeur étranger pour les traductions m'a dit un jour, mais il faudrait nous faire des petits livres sympas qui donnent envie de voyager en Afrique. Donc voilà, moi, je ne suis pas Nouvelle Frontière ou le guide du routard. Donc les gens voyagent. L'exotisme, en fait, devient de plus en plus caduc. Oui. Pourquoi voulez-vous que les gens vous racontent le désert du Namib si vous l'avez visité cet été? Les gens voyagent.
Pourquoi voulez-vous que je vous raconte la mangrove du Sine Saloum? Je raconte ça uniquement quand mon histoire légitime cette partie de narration. Cette narration-là, il faut qu'elle soit justifiée par mon texte, pas par l'attente de quelqu'un qui me fait l'obligation de parler de mes racines. Mes racines, ça me regarde. Donc j'en parle quand je veux, on n'a pas à me l'imposer. Oui. On vous le renvoie parfois dans des propos racistes que vous pouvez entendre. Oui. Vous avez dénoncé dans un livre. Oui, parce qu'on oublie la plus grande assemblée d'appartenance, c'est le genre humain, sapiens. Donc alors, un peu de mélanine, moi, quand on lit une romancière suédoise, je ne sais pas le rôle de sa blondeur dans sa créativité. Donc je voudrais aussi que quand on lit une fille du Sahel, qu'on ne me demande pas de justifier ma mélanine pour penser. C'est pas du tout lié. Ça se passe là-dedans. Oui. Vous dites, je vous cite, Fatou Diom, « Nian, nian, que fais-tu pour l'Afrique? Ils me prennent pour Bill Gates ou quoi? Oui. Et l'Afrique, qu'a-t-elle fait pour moi ?» Oui. Vous vous demandez ça? C'est aussi une autre prise en otage. Vous savez, d'abord, vous avez parlé de l'assignation à produire une certaine littérature exotique. Ça, c'est la demande européenne parfois. Donc, et pas de tous les Européens, mais de certains les bâtisseurs de cloisons, d'accord? Mais vous avez aussi nos frères d'Afrique aussi, qui, parce qu'on écrit, pensent qu'on a un devoir particulier. Non, je n'ai que mon devoir de citoyenne. Et cette citoyenne est une artiste. Donc l'artiste est libre. Vous ne portez pas l'Afrique sur votre dos. Non, je fais ce que je peux. Je participe. Donc je participe. Ça ne me donne pas plus de responsabilité que n'importe qui d'autre. C'est aussi de la mégalomanie quand on pense qu'on porte l'Afrique sur le dos, qu'on va changer tout seul. C'est même un manque de respect pour ses autres frères, ses collègues, ses parents, ses voisins, et tous ces gens-là participent. Et moi, je participe modestement à mon niveau. Je n'ai pas demandé la permission à quelqu'un pour commencer. Donc, il ne faut pas que les gens s'autorisent à m'imposer ce que je suis censé écrire. J'écris ce que je peux et surtout ce que j'aime, ce que je veux, ce qui me touche. Oui, vous dites assez de me faire enquiquiner par des manipulations, des manipulateurs qui prêchent l'humanisme tout en piétinant ses principes. Oui. Ils vous exploitent. Qui sont ces manipulateurs? Ceux qui vous mettent en demeure de travailler gratuitement ad vitam aeternam. On me parle de la pauvreté de l'Afrique et puis on nous invite pour travailler tout le temps gratuitement. Oui. Ça m'écorche la bouche de le dire. Parce que comme toutes les personnes pudiques, je n'aime pas parler argent, d'accord? Mais je suis obligée de le dire parce que, comme tout le monde, je paye mes factures. Les artistes payent leurs factures, les musiciens, les écrivains, les peintres. Ce sont des gens qui ont les mêmes responsabilités que tous les autres citoyens. Et ce n'est pas parce qu'on est dans l'art qu'on est investi d'une mission sacrée qui fait que notre sueur doit rester gratuite. Et on la pirate même sur Internet et on me dit culture gratuite. Mais si les artistes n'ont pas de quoi manger, comment voulez-vous qu'ils écrivent? Comment voulez-vous qu'ils continuent? Comment voulez-vous qu'ils portent des causes si eux-mêmes, ils n'arrivent déjà pas à vivre de leur talent? Oui, vous parlez, je vous cite encore, d'une sorte de misérabilisme dont certains font leur beurre, misérabilisme sur l'Afrique, dont certains font leur beurre depuis des lustres. Oui, ils vous invitent en disant qu'ils veulent aider l'Afrique. Mais si vous voulez aider l'Afrique, payez les enfants d'Afrique pour qu'ils puissent gagner correctement leur vie comme vous. Et comme ça, ils pourront s'occuper dignement de leur famille. C'est aussi ça, développer l'Afrique. Travailler, facturer, encaisser, payer ce que nous devons payer pour atteindre un niveau de vie convenable pour tout le monde. C'est ce que l'Europe a réalisé. Nous devons le réaliser. Travailler, facturer, encaisser. Je ne connais pas un autre chemin de la dignité que de gagner sa vie à la sueur de son front. Donc, je ne peux pas indiquer à quelqu'un un autre chemin autre que celui-là. Donc, gagner sa vie, c'est un principe élémentaire qui vous permet d'accéder à votre autonomie, à votre indépendance, donc à votre liberté de penser. Oui, quand je reprends le sous-titre du livre, Fatou Diom, écrire, c'est affronter la nuit. Oui. Pourquoi, au fond, vous dites, si vous avez écrit un jour, et je le disais, vous êtes traduit de vingtaine de langues, c'est pour justement affronter la nuit. Vous vous êtes dit... Et oser le grand jour. Oui. Si je dois me planquer avec ce que j'ai à dire, ça veut dire que ce n'est pas légitime, ou ce n'est pas correct, ou c'est inutile à la société. Donc j'écris, j'assume, je viens assumer même mes erreurs, parce que la discussion, c'est déjà un pas en avant. Arriver déjà à échanger sur des thématiques, c'est déjà une construction sociale. Et c'est ça qui m'intéresse. Mes erreurs ne me font pas peur. Je préfère qu'on en discute pour que je ne perdure pas là-dedans. Et donc, si jamais j'ai une toute petite étincelle,
j'aime autant aussi qu'elle m'éclaire, autant qu'elle éclaire aussi les autres. Oui, vous avez cité un proverbe à un moment, veut dire aller dans le marais. C'est un peu comme aller dans Donc le là, monde je de vous mets à l'édition. l'amende, c'est pas un proverbe, c'est moi qui le dis. Donc Oui. vous voyez, même vous êtes dans Mais le c'est piège. tellement, je dirais que c'est un proverbe de Fatou Diom désormais. C'est pas un proverbe, c'est une maxime. Comme on joue avec la langue française, j'ai dit, jouer avec un crocodile dans sa mare, n'est-ce pas faire don de ses jarrets? Donc, c'est juste le plaisir de cette langue. Vous pouvez le faire en sérère, en manding, en français ou en allemand. C'est juste penser une petite pincée d'humour dans une réflexion qui, quelque part, pourrait nous rendre tristes au fond. Mais on va la tourner autrement, on va la sublimer, on va la condenser autrement, et puis elle passe mieux. Pourtant, elle reste dans la mémoire parce qu'elle est un petit peu amusante. Oui. Enfin, j'espère. Pas le crocodile, mais la manière de parler des méfaits du crocodile. Un proverbe, je le répète, bon, c'est moi qui le dis, de Fatou Diop, formidable. Bon, alors j'ai 100 on le citera. Et alors, non, mais parce qu'il veut dire beaucoup de choses, ce proverbe, au fond. Il dit que vous avez affronté la nuit, mais au fond, vous êtes aussi allé dans le marais, vous avez risqué vos jarrets, vous avez... Mais écrire, c'est ça, c'est oser Vous voyez, c'est quand même pas très normal. Même moi, je me le demande encore, j'écris. Donc, quand vous écrivez, vous vous exposez. Il y a des gens, ils vous tapent dessus. Si j'étais prof quelque part, je gagne mon salaire discrètement, tranquillement, peut-être que mes nuits seraient beaucoup plus tranquilles. Mais comme j'écris la nuit, j'écris sur tout ce qui me dérange, me fait réfléchir, j'assume ce combat-là. Mon grand-père me disait, vivre, c'est apprendre à avoir le pied marin. Donc, pour moi, écrire, c'est comme ramer. D'ailleurs, j'écris la nuit. Et donc, on affronte la nuit, pourquoi? Parce que c'est une quête de lumière. Donc, tous mes aînés, tous les auteurs que j'ai lus, les philosophes, les romanciers, tout ce que j'ai lu, ce sont des gens qui m'ont éclairé, comme mes professeurs, comme mes grands-parents. Et cette quête de lumière-là, c'est toujours ça que je cherche quand j'écris. Oui. Voilà, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je vous propose, mais je sais ce que je cherche. Un peu de lumière. Oui, voilà. Au-delà des de romans, clarté d'esprit. Les pamphlets, je parlais de Marianne Porte-Plainte. C'est un essai, il dit un pamphlet. Oui, pamphlet, parce les que Marianne, c'était... Vous avez affronté, on va le dire, Marine Le Pen sur des plateaux de télévision, affronté Éric Zemmour. Mais je n'affronte pas ma sœur, voyons. Oui, non mais pourquoi vous dites ça? J'affronte ses idées. Oui. Oui. Ah oui. Vous faites la distinction. Absolument. Ouais. Ah, mais je la croise quelque part, je ne sais pas... on est des gens, je pense, bien éduqués, courtois, donc non, aucun souci. Mais par contre, les idées, détermination absolue, à vie, je les combattrai. Voilà, ça, je n'ai pas peur de le dire. C'est vraiment un positionnement idéologique qui ne sera jamais le mien. Et donc, comme en démocratie, et comme Marianne m'a adopté, eh bien, j'essaie d'être comme les dignes fils et filles de Marianne, qui vont toujours combattre les ténèbres, et on va toujours envoyer les loups dans les fourrés. Parce que nous voulons de la lumière dans la maison de Marianne. Oui, on n'a jamais réussi, on ne va pas réussir à vous faire taire, Fatou. Non, il faut toujours essayer. Comme on disait tout à l'heure, vous avez reçu des lettres d'insultes. Oui, ça m'encourage plutôt à combattre. Oui. Ah oui, ça me montre qu'il y a une raison de combattre. Mais justement, c'est paradoxal d'ailleurs, quand on m'envoie des lettres comme ça, c'est comme si on m'ajoutait encore une énergie incroyable pour justement combattre cela. Mais que serions-nous si les gens qui ont combattu par le passé avaient renoncé à défendre la liberté, uniquement par peur, par menace? Donc ce pays s'est battu, le Sénégal s'est battu, les tirailleurs sénégalais, ils ne sont pas venus de Mars, ils venaient de chez moi. Donc ils se sont battus pour que j'ai le privilège d'être là aujourd'hui avec vous. Et nous parlons en toute fraternité et j'ai le droit de défendre mes idées. Je n'y renoncerai pas. Il faut défendre cette liberté-là parce qu'elle est aussi précieuse que fragile. Oui, mais ça, devant quelqu'un comme Marine Le Pen, vous lui diriez quoi, là, aujourd'hui? Si on vous dit, parce qu'il y en a qui disent qu'elle peut gagner l'élection présidentielle, là, dans 3-4 ans. Donc, j'aurai un mandat d'opposition. Donc, si elle gagne les élections, je serai là. Je vous l'ai déjà dit, je ne me débine pas. Hein. Donc, voilà, la fidélité, c'est aussi ça. Donc, la loyauté à ses principes. Donc, c'est pas seulement... Quand on n'est pas fidèle à soi, on ne peut être fidèle à rien du tout, ni à personne. Donc, moi, je suis fidèle aux valeurs qui m'ont été inculquées. Donc, je suis fidèle aux valeurs que je respecte dans ce pays. Et les gens que j'aime dans ce pays-là, il y a des idées aussi que j'admire. J'y adhère et je les défendrai moi aussi parce qu'elles correspondent à des valeurs
qui m'ont été inculquées aussi chez moi par mes inoubliables grands-parents. Oui. Allez, djung pour mes grands-parents. Mais chaque fois, quand vous dites Marianne, c'est l'idée que vous faites de la France. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'au fond, Marianne, c'est à part. C'est une idée que vous avez, vous, une haute idée de ce qu'est la France. Ce n'est pas cette France-là dont on parlait à l'instant. Oui, mais Paul Ricoeur distingue justement l'idéologie de l'utopie. Donc, dans la devise française, il y a quelque chose d'un idéal. Et vous savez, l'idéal flirte toujours avec une forme d'utopie. Donc l'idéologie conserve, maintient, c'est ce que nous dit Paul Ricoeur. Alors que l'utopie, c'est la progression. On tend vers quelque chose. Et moi, le cap qui est fixé par liberté, égalité, fraternité, c'est le même cap que Senghor nous désignait en nous parlant de fraternité humaine qui va au-delà des frontières et des appartenances ethniques. Donc le Sénégal, vous savez, on a plein d'ethnies. Senghor nous a fédérés tous ensemble autour de la République sénégalaise. Et Marianne, c'est pareil. Il y a plein de peuples différents. Les Francs, les Bretons, les Corses, les Auvergnats, les Alsaciens. Chacun a ses particularités. Et pourtant, cette République a fédéré tout cela pour croire en quelque chose de plus beau qui puisse rassembler. Moi, c'est ça que j'admire. Et c'est ça qui m'a attiré aussi dans les études que je faisais en littérature, en philosophie dans ce pays. Et c'est ça que je défendrai. C'est ça que mes professeurs m'ont donné. Et hommage à Jean-Luc Nancy, un humaniste comme tant d'autres et que j'ai eu la chance de connaître. Être fidèle à sa mémoire, c'est aussi défendre ce pourquoi il se battait. Oui, mais le communautarisme, l'assignation à sa race, on va dire, si on prend un mot comme celui-là, ou à sa couleur de peau, ou à sa nationalité, ou à son origine, c'est quelque chose que vous rejetez profondément. Vous êtes d'accord qu'à la mer, il y a des étoiles de mer, mais il y a aussi les Bernard l'Ermite. Donc quoi que nous fassions, il y aura toujours des gens bien dans leur coquille. Eh bien, nous, on va gratter tout le temps pour leur dire, nous ne vous oublions pas et nous vous revendiquons en tant que frères et sœurs. Nous ne vous oublions pas. Venez dans l'assemblée de Sapiens et nous nous retrouverons tous au rendez-vous de Schiller, devant le trône donc de la fraternité. Oui. Oui. Et pour ça, il faut écrire. Mais au fond, écrire, c'est un message, un acte politique. C'est un acte de résistance ou presque. Oui, parce que, comment on peut dire, défendre ce que nous avons hérité de beau. Pour moi, nous n'avons aucun mérite, en fait. C'est essayer de mériter d'en avoir hérité. C'est défendre la liberté, pour moi, ce n'est pas héroïque. Ce sont ceux qui nous l'ont légué qui sont héroïques. Donc, marcher dans leurs pas, c'est un devoir. Et mais moi, je marche à la fois derrière les pas de mes grands-parents, derrière les pas de cette Marianne et de tous ceux qui ont fait la Marianne que j'aime. Donc, tous les gens que je respecte, qui m'ont légué quelque chose, qui me donnent foi en la vie, mais je pense que ces gens-là n'auraient pas aimé que je m'affale un soir en me disant les loups sont sortis des fourrés, ils ont hurlé trop fort, j'ai peur et je me suis cachée. Donc, je ne serais pas digne du legs. Donc, je dois le défendre. Oui. À ma façon, à ma modeste façon, je participe. C'est juste je participe. Il y a un côté ridicule quand on est très optimiste. Mais moi, je préfère le ridicule qui ne me tue pas et me donne des idées pour des livres au ridicule qui se résigne et qui se cache pour démériter de la belle liberté qu'on nous a léguée. Oui, ce livre est formidable, Fatou, parce que c'est vous, hein, le verbe libre ou le silence. Vous y racontez plein de choses avec votre faconde, votre talent littéraire et aussi le mépris parfois ou la façon dont on vous a traité dans le monde de l'édition. Et ça, c'est quand même, ça fait peur, hein, quelque part. C'est pas tous les éditeurs. Moi, je dis toujours, quand on salue un auteur engagé ou un auteur combatif, quel que soit le domaine, il faut aussi saluer le courage de l'éditeur qui a bien voulu l'accompagner, le publier. Donc, j'ai cette reconnaissance-là. Une fois que c'est dit, j'ai des coups de latte pour les éditeurs qui se prennent pour des ventriloques. Un écrivain, ce n'est pas une poupée de chiffon. Donc, et comme dirait Césaire, un homme qui crie, donc c'est pas un loup qui danse. Voilà. Et à un moment donné, il faut qu'il nous laisse notre liberté de penser. Parce que contrôler la plume d'un écrivain, téléguider la plume d'un écrivain, c'est aussi téléguider idéologiquement sa pensée. C'est aussi cadenasser son horizon. Ça, je n'accepterai jamais. Donc, si je dois me soumettre aux desiderata de quelqu'un en tant qu'auteur,
eh bien, ça voudrait dire que je renonce au mien. Donc, ça voudrait dire que je renonce à ma quête. Et alors, pour moi, l'écriture, c'est un souffle intérieur, c'est une mélodie, c'est une musique, une acoustique qui est propre à l'âme qui produit ce texte-là. C'est comme ça que je vis mon écriture. D'ailleurs, je récite toujours avant d'écrire. Donc, si quelqu'un vous dicte ce que vous devez écrire, ben, qu'en serait-il de l'acoustique de l'âme qui produit le texte? Alors, l'éditeur s'approprie votre âme, décide de votre navigation, donc il décide de votre cap. Ça, je ne peux pas être d'accord. Et il y a certains éditeurs en ce moment qui sont vraiment sur le dos des écrivains et ils sont là comme des cornacs. Alors, un écrivain, ce n'est pas un cheval de course. C'est un être qui pense et accordons-lui donc la liberté. Merci Fatou Diom. C'est vrai que votre parole libre est rare quelque part. Il y a quelque chose en vous qui ne peut pas se taire. D'une sale gosse. Ouais. Sale gosse, vous dites? Oui, mais parce que j'ai confiance aux adultes qui m'entourent. Ouais. Ce sont des humains. Donc, vous croyez à l'humanité, c'est ça qui est fort, c'est quand même, malgré tout ce qu'on vient de se dire, du racisme, de la guerre qui sévit même en Europe et de la violence, des souffrances. Oui, j'y crois parce que des choses ont pu changer pour moi. Et je pense que ces choses-là peuvent changer aussi dans la vie des autres. Et je le souhaite. Par exemple, l'école. Donc, comme je le dis toujours, j'ai encore une peur rétrospective de l'analphabétisme. Pourtant, j'ai eu la chance phénoménale de croiser des enseignants qui croyaient mon instituteur, qui a convaincu ma grand-mère de me laisser poursuivre, par exemple. Tous les professeurs que j'ai rencontrés ont fait de moi cette fille que je suis. Il y a l'éducation de mes grands-parents et il y a aussi tout le travail des professeurs. Et si cette chose-là a pu changer ma manière de voir et raffermir ma marche et me donner de l'espoir, c'est ça que j'essaie en fait de partager. C'est pas moi qui compte. Ce sont les gens qui m'ont fabriqué, comme mes grands-parents par exemple. Je souhaite aux gens de croiser des gens comme ça qui vous redressent les épaules, qui vous donnent envie d'être courageux, quoi, qui vous donnent envie d'être persévérant. Et ça aide à vivre. Et j'ai eu cette chance-là. Donc, dans galère, j'entends aussi bateau. C'est un bateau, on peut ramer et on peut suivre un cap. Parce qu'il y a toujours des accompagnateurs bienveillants qui nous aident à grandir. Enfin, j'y crois, moi, parce que ça a changé ma vie.